Il y a 10 ans, sur une plage oubliée du Bénin, le vent tiède portait les senteurs mêlées du sel, du sable chaud et de mangue fermentée. Les vagues chuchotaient à la nuit, et le ciel, vaste et noir, s'était semé d'étoiles comme pour accueillir une rencontre que le destin lui-même avait soigneusement préparée. Alexandre Delcourt, héritier discret d'un empire hôtelier, n'était là ni pour affaires ni pour plaisir. Il avait fui une vie trop pleine et pourtant creuse, une existence saturée de luxe, de contrats et d'attentes familiales. Son père venait de mourir sans un mot d'amour, sa fiancée l'avait quitté 3 semaines avant le mariage, et lui, pour la première fois, s'était retrouvé sans direction. Il avait pris un vol sans prévenir personne et avait atterri dans ce pays dont il ne connaissait rien, dans une petite ville côtière qu'un chauffeur lui avait recommandée pour se reposer l'âme. C'est sur cette plage, à l'heure où le sable devient tiède et où les pas s'effacent doucement, qu'il l'avait vue. Elle était assise sur un rocher, les pieds nus, une robe longue flottant dans la brise comme une voile oubliée. Ses yeux fixaient la mer, mais on aurait dit qu'il regardait bien plus loin, au-delà du visible, au-delà même de l'avenir. Elle s'appelait Hawa. Jeune institutrice, passionnée de littérature, elle passait là ses derniers jours de congé avant de retourner enseigner dans une école reculée de l'intérieur du pays. Elle venait souvent à cette plage, pour lire, pour respirer, mais surtout pour se souvenir d'elle-même, de ce qu'elle voulait être. Elle avait cette grâce silencieuse de ceux qui ont appris à se construire loin du regard des autres. Quand Alexandre s'était approché d'elle, ce n'était pas la drague facile d'un touriste ennuyé. C'était autre chose. Une curiosité presque douloureuse. Elle ne l'avait pas repoussé. Au contraire, elle avait souri avec cette douceur grave qui désarme les certitudes. Ils avaient parlé peu. Très peu. Il lui avait dit qu'il ne dormait plus depuis des semaines. Elle avait simplement répondu. Le sommeil fuit ceux qui fuient leur vie. Et il s'était tu. Ils avaient marché ensemble, en silence, le long de la plage, leurs pas s'accordant comme une prière muette. À un moment, il s'était arrêté pour regarder la lune, ronde et dorée, suspendue au-dessus de la mer. Il avait murmuré. « On dirait qu'elle est là pour toi. » Elle avait répondu. « Elle est là pour ceux qui osent regarder. » Il l'avait appelée sa lune à ce moment-là. Non pas pour la flatter, mais parce que sous cette lumière pâle, il avait vu en elle quelque chose d'éternel, une clarté, une vérité que rien ne pouvait souiller. Il n'avait pas fait l'amour cette nuit-là. C'eût été trop banal. Ils s'étaient juste allongés côte à côte, sur le sable encore tiède, les yeux fixés sur les étoiles, leurs mains effleurant parfois le sable entre eux, sans se toucher. Il n'y avait rien à posséder, seulement à être. À l'aube, alors que le ciel rosissait, il s'était réveillé seul. Elle était partie, laissant à côté de lui une feuille arrachée à un cahier d'écolier. Elle y avait écrit « Ne me cherche pas. Le souvenir est plus vrai que la poursuite. » Il avait relu cette phrase 1000 fois. Il ne connaissait pas son nom. Rien de concret. Mais quelque chose s'était noué en lui. Une certitude insensée qu'il ne pourrait jamais aimer autrement. Cette nuit, brève et pure, était devenue sa référence silencieuse, son or invisible. Il avait enfermé cette mémoire comme on enferme un bijou trop précieux pour être exposé. 10 ans plus tard. Alexandre Delcourt a 43 ans. Il est devenu une figure incontournable du monde hôtelier. Ses établissements s'étendent de Dubaï à Tokyo, de Paris à Zanzibar. Les magazines parlent de son élégance discrète, de son intelligence froide. Il donne peu d'interviews. Jamais il ne parle de sa vie privée. Et surtout, il n'aime plus. Ou du moins, il en est convaincu. Mais parfois, la nuit, seul dans un de ses pantoufles stériles, il revoit la plage. Il entend le ressac. Il sent le parfum salé de cette nuit perdue. Et toujours, il voit son visage. Sa lune. Un matin de janvier, las du bruit, il décide de s'échapper dans un palace provençal qu'il vient d'acquérir, situé dans un village accroché à la pierre et au ciel. Il s'y installe sous une fausse identité, voulant tester les lieux sans traitement de faveur, mais surtout fuir un monde où tout est prévu, millimétré, contrôlé. Là, entre les murs épais couverts de lierre, dans les couloirs parfumés à la lavande, il cherche quelque chose qu'il ne nomme pas. Il veut le silence. Mais il va trouver bien plus. Élise, c'est ainsi qu'on l'appelle maintenant, travaille depuis 2 ans dans ce palace. Née à Hawa, elle a traversé des tempêtes silencieuses depuis son départ du Bénin. Après la mort de son enfant à la naissance, fruit de cette nuit sur la plage, elle avait quitté son pays, porté son deuil loin des siens, et recommencé à zéro.
Elle vit dans un petit studio au village. Lit des romans qu'elle emprunte à la médiathèque, écrit parfois dans un carnet usé. Elle ne parle pas de son passé. Et personne ne le lui demande. Dans l'hôtel, elle est exemplaire. Toujours ponctuelle, toujours digne. Mais elle reste invisible aux clients, comme beaucoup de femmes racisées dans ce genre d'endroit. Elle sait ce que cela signifie. Elle le supporte avec une résignation lucide. Parfois, le soir, elle regarde la lune depuis la fenêtre de la lingerie. Et elle pense à lui. À l'homme de la plage. À son regard blessé. Elle n'a jamais tenté de le retrouver. Elle aussi avait enfermé ce souvenir dans un écrin intérieur, persuadée qu'il appartenait à un autre monde. C'était un jeudi matin. Un de ces matins d'hiver où la lumière glisse sur les pierres du couloir avec une lenteur presque religieuse. Alexandre, vêtu simplement, sortait de sa suite du 3e étage. Il aimait déambuler dans le palace incognito, ressentir le lieu comme un client ordinaire. Mais ce jour-là, le monde s'arrêta. Elle sortait d'une chambre voisine, un chariot de linge devant elle, un bouquet de serviettes immaculées dans les bras. Et il la vit. Elle. Le visage. Les yeux. Cette manière de marcher, digne et silencieuse, comme une prière qui ne demande rien. Son cœur cogna contre sa poitrine comme un tambour de guerre. Le souffle court, il s'arrêta net. Il voulut parler, mais aucun mot ne vint. Elle leva les yeux vers lui brièvement, un regard poli, professionnel, détaché, puis détourna le regard et reprit sa route. Il resta seul, planté là, hébété. C'est elle. Pensa-t-il. Mon Dieu, c'est elle. Mais la raison le rattrapa aussitôt. 10 ans. 10 années de silence, de changement, de possibles illusions. Il se traita d'imbécile. Peut-être voyait-il ce qu'il voulait voir. Peut-être projetait-il sur cette femme un souvenir idéalisé, devenu refuge contre ses propres regrets. Et pourtant, il ne put l'ignorer. Dans les jours qui suivirent, il trouva des prétextes pour croiser son chemin. Il appelait la réception pour demander des serviettes supplémentaires, ou une retouche dans la chambre. Chaque fois, c'est elle qui venait. Élise, disait sa plaque. Elle répondait toujours avec calme, polie mais distante. Aucune chaleur. Aucune trace de reconnaissance. Il se sentait ridicule, prisonnier d'un mirage. Mais quelque chose en lui persistait. Une intuition viscérale. Un soir, les collines de Provence étaient baignées de silence. Le ciel était clair, la lune d'un argent pur dominait le paysage comme un phare figé dans le temps. Alexandre, seul sur la terrasse de sa suite, un verre de vin à la main, contemplait l'astre sans bouger. Il entendit la porte s'ouvrir doucement derrière lui. Elle entrait, en silence, pour déposer des serviettes propres. Il ne se retourna pas. Il parla, d'une voix basse, presque un souffle. La lune est belle ce soir. Un long silence suivit. Il entendit le froissement léger des serviettes contre le chariot. Puis, sa voix. Froide, douce, tranchante comme un souvenir qui saigne. C'est toujours sous la lune que les vérités sortent. Son corps entier se figea. Il ferma les yeux. Elle savait. Il se retourna lentement. Elle se tenait là, droite, les yeux humides mais calmes, la mâchoire serrée, comme si elle s'interdisait de trembler. « C'est toi, dit-il, presque dans un souffle. Elle hocha la tête, imperceptiblement. « Tu te souviens ? Je n'ai jamais oublié, répondit-elle. Ils restèrent là, face à face, un long moment, sans oser bouger. Puis, dans un geste timide, il lui proposa de s'asseoir dans le salon privé de la suite. Elle accepta. Ils parlèrent. Longtemps. L'horloge sembla cesser de tourner. Il lui raconta ses recherches, ses regrets. Il avait fait envoyer des enquêteurs discrets au Bénin, chercher dans les écoles, interroger les guides touristiques. En vain. Il n'avait jamais eu son nom. Je pensais que tu n'existais que pour cette nuit. Comme un rêve trop parfait pour survivre au matin. Elle baissa les yeux. Et moi, je croyais que ce genre d'amour n'avait pas sa place dans le jour. Nos mondes étaient incompatibles. Je voulais que cette nuit reste intacte. Mais pourquoi avoir disparu? Pourquoi ne rien laisser? Parce que j'avais peur de devenir un regret pour toi, murmura-t-elle. Et aussi parce que j'ai compris que je portais ton enfant. Il tressaillit. Quoi?
Elle releva les yeux vers lui, et dans son regard, il vit l'abîme de ce qu'elle avait traversé. Je suis tombée enceinte, quelques semaines après ton départ. Je n'ai jamais su comment te retrouver. J'ai voulu croire que c'était un signe. Mais à l'accouchement, il n'a pas survécu. Un petit garçon. Il est né, puis il est parti. Comme toi. Le silence tomba, écrasant. Ses yeux à lui se remplirent de larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années. Tu aurais dû me dire. Et dire quoi? À qui? Tu étais un fantôme, Alexandre. Un homme sans nom. Je n'avais que ton regard. Et puis, après ça, j'ai voulu disparaître. J'ai quitté mon pays. J'ai cessé de croire que je méritais autre chose. Être femme de chambre, c'était simple. Anonyme. C'est tout ce que je voulais. Il s'approcha doucement. Il voulait la prendre dans ses bras, effacer les années, réparer l'irréparable. Mais il s'arrêta, respectueux. Il savait que certaines douleurs ne se touchaient pas. Tu n'as jamais cessé d'exister pour moi, dit-il. Elle le regarda longuement. Et toi, tu es resté là, quelque part, comme une lumière dans ma nuit. Une lumière que j'ai appris à ne plus chercher. Ils pleuraient. Ensemble. Enfin. Deux âmes marquées, écorchées, debout dans les ruines d'un amour ancien qu'elle n'avait jamais vraiment abandonné. Les jours passent, et Alexandre ne repart pas. Il repousse ses obligations, ses rendez-vous, ses avions privés. Le monde des actionnaires, des conseils d'administration et des jets en escale attendra. Il ne le dit à personne, mais il le sait, rien n'est plus urgent que ces instants volés, ces regards échangés dans les couloirs feutrés de l'hôtel, ces sourires discrets qu'elle lui offre du bout des lèvres. Il la regarde de loin, comme un homme regarde une étoile filante, sans oser la toucher, de peur qu'elle disparaisse. Elle, de son côté, continue son travail avec la même dignité. Elle ne veut rien changer. Elle connaît la violence du regard des autres. Elle entend les murmures, devine les questions muettes des collègues. Mais elle tient sa tête droite, comme toujours. Un soir, alors que le ciel s'enflamme d'orange et de rose, Alexandre l'invite à le rejoindre dans le jardin suspendu de l'hôtel. Là, au milieu des citronniers et des lavandes, entre les lanternes japonaises qui dansent au vent, il s'agenouille sur les pavés de pierre blanche. Ses yeux brillent, sa voix tremble légèrement, mais elle est ferme. « Ah bah, Élise. Peu importe le nom que tu veux qu'on t'appelle. Tu es la seule chose vraie que j'ai connue dans ma vie d'ombre. Tu es ma lune. Celle que j'ai cherchée sans savoir où regarder. Veux-tu m'épouser? » Le temps s'arrête. Le vent même semble suspendre sa course. Elle le regarde, figée. Il y a dans ses yeux une tempête silencieuse. Elle semble lutter contre des années d'effacement, de doute, de douleur tue. Elle secoue doucement la tête, non pas pour refuser, mais pour chasser l'irréalité du moment. Puis elle dit « Je ne suis pas une princesse. Je suis faite de cendres et de mémoire. J'ai connu l'absence, l'exil, l'invisible. Je suis celle qu'on ne regarde pas. » Il se redresse à moitié, approche sa main. « Alors épouse-moi avec tes cendres. Épouse-moi avec ta mémoire. Je veux tout. Ton silence, ta force, tes blessures, ton rire qui revient peu à peu. Je ne veux pas une illusion. Je veux toi. » Elle ne pleure pas, mais ses yeux brillent d'un éclat ancien, comme si une porte fermée depuis longtemps s'entr'ouvrait. « D'accord, » murmure-t-elle. « Mais à une seule condition. Tu ne dis rien. Pas un mot, pas une annonce. Je veux finir mon contrat. Je veux partir comme je suis venue. Sans raccourci. Sans sauvetage. Je veux rester digne jusqu'au bout. » Il hoche la tête. Il comprend. Et il admire. Mais les secrets, dans les lieux de luxe, s'effritent comme sable sec entre les doigts. Il suffit d'un murmure, d'une confidence mal glissée entre deux étages, d'un téléphone oublié, et la nouvelle fuse. Le milliardaire Alexandre Delcourt fiancé à une femme de chambre. Coup de foudre dans les couloirs du palace. Cendrillon en version moderne. Les médias s'emballent. Les plateaux télé s'emplissent d'opinions, de jugements. Certains l'encensent, d'autres l'accusent de provocation. Les réseaux sociaux débordent de commentaires cruels ou rêveurs. À l'hôtel, le personnel s'agite. Certains rient nerveusement, d'autres murmurent dans les couloirs. Des regards glissent sur elle, mi-curieux, mi-condescendants. Mais lui,
Il ne recule pas. Il monte sur l'estrade d'une salle de conférence bondée. Les caméras clignotent, les micros tendus vers lui. Il parle, droit, le visage calme. J'ai passé ma vie à construire des murs pour me protéger. Des murs de verre, de chiffres, d'apparence. J'ai cru que le pouvoir, c'était l'invulnérabilité. Mais elle est entrée par la lumière. Elle n'a rien demandé. Elle n'a rien pris. Et pourtant, elle m'a tout rendu. Il marque une pause. La salle retient son souffle. Je n'épouse pas une femme de chambre. J'épouse une femme. Une femme qui m'a appris ce que signifie être libre, debout, même quand le monde veut vous courber. Je l'épouse parce qu'elle est vraie, et que le vrai, aujourd'hui, est ce qu'il y a de plus rare. 1 an plus tard, un petit hôtel ouvre ses portes quelque part en Afrique de l'Ouest, à quelques pas d'une plage que la mer caresse doucement. Son nom s'inscrit en lettres simples au-dessus d'une arche en bois sculpté. La Lune de Aba. L'endroit est à leur image, discret, apaisant, chaleureux. Il accueille les âmes perdues, les artistes fatigués, les rêveurs sans boussole, les enfants errants de la mer. Les murs sont faits d'argile et de poésie, les chambres portent le nom de constellations, et la bibliothèque est ouverte à tous, remplie de récits oubliés. Hawa, désormais, marche librement dans ce lieu qu'elle a conçu avec soin. Elle parle aux invités, elle cuisine parfois, elle rit souvent. Alexandre, lui, apprend à ralentir, à écouter, à sentir. Et chaque nuit, ils montent sur le toit-terrasse, prennent 2 chaises longues, et regardent la lune s'élever. Elle le regarde et dit parfois « Tu te souviens de cette nuit au palace ?» Il répond toujours « Je m'en souviendrai jusqu'à la fin du monde. » Et la lune, complice, continue de veiller. Inlassablement.